plus extrême jamais exploré par l'homme. On se trouve en environnement hostile et si votre gant explose, vous êtes mort. La vie de ces explorateurs ne dépend que d'une simple combinaison. J'ai senti une chaleur le long de ma colonne vertébrale. J'ai su qu'il y avait un problème. Dans l'espace, les astronautes sont soumis à de fortes radiations et variations de température. Il fallait donc créer un vêtement capable d'y résister. La combinaison de survie allait voir le jour. Le défi était de fabriquer une combinaison supportant la forte pression et permettant les mouvements naturels, le tout en même temps. Pour les pionniers, c'était un saut dans l'inconnu. Quand j'ai compris que ma combinaison avait un problème, j'étais livré à moi-même. Personne ne pouvait m'aider. Il a été le premier. C'est un héros. Ceux qui ont eu la chance de sortir dans l'espace en conservent un souvenir inoubliable. Quand on ouvre le sas, la sensation est incroyable. C'est comme voler sans ailes. On est léger comme une plume, on flotte. C'est magique. Voici l'histoire des combinaisons spatiales, racontées par leurs concepteurs, les ingénieurs et ceux qui les ont portées dans le vide de l'espace. Bienvenue dans l'espace. Amusez-vous. À 400 km au-dessus de la Terre, Luca Parmitano est sur le point de réaliser son rêve d'enfance. Quand on se trouve au bord du sas, tout ce qu'on porte, c'est une combinaison. Et devant vous, il y a l'immensité de l'univers. On se sent minuscule. Et c'est une sensation très excitante. Vraiment. Accompagné de son collègue Chris Cassidy, Luca effectue une opération de maintenance d'une station spatiale lorsqu'il remarque une anomalie. J'ai reculé ma tête dans le casque et j'ai senti de l'eau. Ce pouvait être de la sueur, mais il y en avait trop. Ce n'était pas possible, alors j'ai appelé la base. Je sens de l'eau sur ma nuque. Je suis trempé. Et Chris a vu l'eau s'accumuler sur mon front. Oh, je la vois. Je la vois. La situation est extrêmement dangereuse. Dans l'espace, l'eau prend une forme sphérique et se colle à la peau. Je la sentais qui se répandait sur mon visage. Luca, tu peux clarifier? Le niveau augmente ou pas? Il augmente. Bien, Luca et Chris, on annule la sortie extravéhiculaire. Luca, tu retournes dans la station. Compris, Luca? Vas-y. La NASA met un terme à la mission. Mais l'eau continue dangereusement de s'écouler dans le casque de Luca. L'eau recouvrait mes yeux, mon nez et mes oreilles. Je ne voyais rien, n'entendais rien, et je ne respirais que par la bouche. Je ne pouvais plus communiquer. Luca ne peut se débarrasser de l'eau contenue dans sa combinaison, qui est sur le point de devenir un piège mortel. Nul ne sait combien de temps il reste avant que l'eau ne lui recouvre la bouche. L'histoire des combinaisons débute il y a près de 80 ans, presque par accident. Nous sommes en 1934. Le pionnier de l'aviation, Wiley Post, se prépare à battre le record de traversée aérienne des États-Unis. Wiley Post était un aventurier. Il débute sa carrière dans les champs de pétrole du Texas. Et dès son deuxième jour de travail, il perd un œil suite à un accident. Avec l'argent qu'il a reçu en indemnité, il s'est acheté un avion et il s'est consacré à l'aviation. Double détenteur du record de vitesse pour le tour du monde, Post veut aller plus vite, ce qui l'amènera à prendre de plus grands risques encore. Pour gagner en vitesse, Wiley Post souhaite utiliser le streamjet, ou courant jet, un courant d'air rapide se trouvant à 15 000 mètres d'altitude, là où l'oxygène est insuffisant pour survivre. La pression atmosphérique est si basse que des bulles d'azote se forment dans les vaisseaux sanguins et provoquent des embolies. Les premiers symptômes sont d'ordre cognitif.
On ne se rappelle plus de sa date de naissance ni de son nom. En quelques minutes, on en meurt. La première solution envisagée fut de pressuriser la cabine de l'avion de poste. Mais l'opération était trop onéreuse et de plus, elle allait alourdir l'avion et l'empêcher ainsi d'atteindre l'altitude désirée. C'est logique, si on ne peut pas pressuriser l'avion, on pressurise le pilote. Wiley Post opte donc pour une combinaison qui lui fournirait la pression idéale et l'oxygène nécessaire à sa survie. Il approche B.F. Goodrich, une entreprise spécialisée dans le caoutchouc. La mission sera confiée à l'ingénieur maison, Russell Collie. Russell Collie est un personnage fascinant dans l'histoire du développement de la combinaison pressurisée. Il voulait être créateur de mode pour femmes, mais ses parents n'étaient pas d'accord. Alors il s'est dirigé vers une école technique. Le défi est immense. La combinaison devra répondre à deux exigences: fournir assez d'oxygène au corps du pilote et être flexible. La flexibilité et la pressurisation ne sont pas vraiment compatibles. Le pilote vêtu de sa combinaison pressurisée devait pouvoir bouger pour gérer son appareil, parce que s'il ne peut pas bouger, il ne peut pas piloter. Pour que la combinaison conserve une certaine flexibilité, elle ne sera que peu pressurisée par rapport au niveau de la mer. Mais nul ne sait si la pressurisation sera suffisante pour garantir la survie du pilote. Collie accapare la machine à coudre de son épouse. La vie de poste dépendra de la qualité de son ouvrage. La combinaison est prête. Los Angeles, le 15 mars 1935. Wiley Post embarque dans son Lockheed Vega. Mais alors qu'il approche des 15 000 mètres d'altitude, les coutures de Collie montrent les premiers signes de faiblesse. Quand il est arrivé à la bonne altitude et qu'il a trouvé le Jetstream, il a atteint la vitesse de 500 km/h, ce qui était remarquable, car cet avion n'était pas conçu pour atteindre une telle vitesse. Wiley Post parcourt 3000 km en 7 heures, s'apprêtant ainsi à battre le record de la traversée aérienne des États-Unis. Mais à 600 km de la ligne d'arrivée à New York, il commence à manquer d'oxygène et se voit forcé d'atterrir à Cleveland. Post n'a peut-être pas battu le record désiré, mais il a prouvé que l'homme pouvait survivre à 15 000 mètres d'altitude grâce à la combinaison de Collie. On a beaucoup parlé de son vol. Il a montré l'importance de la pressurisation et il a permis de développer la première combinaison pressurisée fonctionnelle au monde. La combinaison de Wiley Post est aujourd'hui exposée au musée de l'aviation et de l'espace de Washington. La combinaison de Post était constituée de 3 couches. On voit la première ici, qui est un sous-vêtement qui permettait au pilote de ne pas avoir froid et d'être à l'aise. La seconde couche, et c'est la plus importante de la combinaison, elle est en caoutchouc gonflable et elle recouvrait entièrement le corps du pilote. Mais sans la troisième couche, les deux premières ne servent à rien. C'est une couche en toile de parachute caoutchoutée. Plusieurs éléments y ont été ajoutés pour pouvoir supporter le gonflage de la seconde couche. Un élément clé de la combinaison, c'était le casque qui ressemble à un casque de scaphandrier. C'est de l'aluminium jointé par du caoutchouc. Et puisque Post n'avait qu'un œil, le hublot a été quelque peu excentré pour lui procurer une visibilité optimale. C'est l'ancêtre des combinaisons pressurisées. Les combinaisons actuelles, équilibre parfait entre flexibilité et pressurisation, trouvent leur origine dans les premiers travaux de Russell Collie. En 1935, il a mis au point la toute première combinaison pressurisée de Wiley Post. Et quelques temps après, une idée révolutionnaire lui vint à l'esprit, alors qu'il arrosait son jardin. En observant un ver se déplacer sur une tomate, il a remarqué que l'animal s'étendait d'un côté tout en contractant son autre extrémité.
En s'inspirant de ce petit verre, Collie agrémente ses combinaisons de soufflets capables de se détendre et de se rétracter. Il obtiendra ainsi la combinaison Arrowhead Mark IV. Les soufflets ont été placés aux genoux, autour de la taille, sur les épaules et les avant-bras. Cette combinaison permettait au pilote de bouger ses jambes, de plier ses genoux et ses bras et de se pencher. C'est une grande avancée. Et dès la fin des années 1950, ces combinaisons sont adoptées par l'aviation américaine. Désormais, les pilotes volent régulièrement à plus de 30 000 mètres d'altitude, soit 2 fois plus haut que Wiley Post. Mais le prochain défi nécessitera une nouvelle combinaison. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Décollage réussi. Américains et soviétiques se lancent dans la course à l'espace. Le défi est de taille. À présent, les combinaisons doivent permettre à un homme de rester en vie dans l'espace. Le 9 avril 1959, les 7 premiers astronautes du programme Mercury s'envolent dans l'espace. Ils vont culminer à 300 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit 10 fois plus haut que la hauteur record atteinte par les avions de l'époque. Les capsules sont pressurisées et les astronautes sont équipés de combinaisons de survie. Voici une combinaison Mercury. Elle ressemble assez à la combinaison Mark IV. Les épaules sont flexibles, tout comme les coudes, mais pas les genoux, car les astronautes restaient assis pendant la majeure partie du voyage et n'avaient pas besoin de se déplacer. Ces combinaisons n'ont pas été conçues pour les sorties dans l'espace, mais pour la sécurité. En cas de problème dans l'appareil, l'astronaute était équipé pour survivre assez longtemps et ainsi être ramené sur Terre. Une fois encore, tous les regards se tournent vers Russell Collie. La NASA lui accorde sa totale confiance pour la conception des combinaisons. C'est un nouveau défi. Dans le vide de l'espace, une combinaison pressurisée risque de se dilater, voire d'exploser. Russell Collie va devoir repenser ses joints de soufflet. Collie pensait qu'un simple système de maintien des 2 côtés du soufflet suffisait. Et il a simplement inséré du tissu à l'intérieur des joints de caoutchouc pour s'assurer qu'il resterait en place. Les astronautes du programme Mercury s'apprêtent donc à tester leur combinaison en situation de vol. Mais prenant le monde entier de vitesse, le cosmonaute Yuri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. Et il est équipé d'une combinaison soviétique. Trois semaines plus tard, Alan Shepard s'apprête à embarquer dans la fusée qui le mènera dans l'espace. Il est vêtu de la combinaison spatiale Mercury argentée, mise au point par Collie. Décollage dans 3 minutes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage. Décollage. On est parti. Charlie Duke, futur astronaute de la mission Apollo, assiste à l'opération. J'ai observé Alan Shepard dans sa combinaison Mercury et je me suis dit qu'il ressemblait à Buck Rogers. J'espérais vraiment que sa combinaison tiendrait le coup. Quelle vue fantastique! Le vol d'Alan Shepard est une réussite. Il devient le premier astronaute américain. Et la presse surnomme Collie le tailleur de l'espace. Les dessins futuristes de ces tenues ouvriront la voie à des combinaisons parfaitement flexibles qui permettront à l'homme d'accomplir l'inimaginable. Fouler un nouveau sol. Cela implique que les astronautes et cosmonautes devront s'aventurer hors de leurs appareils. Mars 1965. Les soviétiques ont encore une longueur d'avance.
Ils élaborent une combinaison permettant à un homme de rester en vie dans le vide de l'espace. Elle est baptisée Berkut, aigle royal en russe. C'est une combinaison que les Soviétiques ont conçue très rapidement en se basant sur celle de Yuri Gagarin. Ils ont ajouté plusieurs couches pour l'isolation, afin que l'astronaute ne soit pas directement exposé aux radiations émises par le Soleil. Mais ils ne savaient pas vraiment comment ça allait se dérouler. Le cosmonaute Alexei Leonov est choisi pour risquer sa vie. Je suis au bord du sas. Je me sens bien. Je vois le ciel. Je vois la terre. J'ai ouvert le sas et j'ai sorti la tête de l'appareil. Ma première impression fut que la Terre était vraiment ronde. Et je crois même l'avoir dit à voix haute. Je pouvais voir sa rondeur. Puis j'ai clairement distingué la mer Noire, la Bulgarie, la Roumanie. Et plus loin, la forme particulière de la botte d'Italie. Je pouvais voir les routes, les fleuves. Tout était d'un calme incroyable. C'est ce dont je me souviens le mieux. J'entendais même battre mon cœur. Normalement, on ne l'entend pas. Je l'entendais clairement. Mais après 10 minutes de sortie, Leonov va vivre un cauchemar. J'ai senti mes doigts sortir des gants. Et mes pieds ne tenaient plus dans mes bottes. La combinaison se dilatait et gonflait petit à petit. Exactement comme un pneu de voiture qu'on gonfle. En se gonflant ainsi de manière incontrôlée dans le vide, la combinaison de Leonov rend le moindre de ses mouvements très difficile à exécuter. C'était très difficile. Il me fallait beaucoup d'énergie et du coup mon corps a produit énormément de chaleur. Et la sueur m'empêchait de voir quoi que ce soit. Paralysé dans sa combinaison gonflée et en surchauffe, Leonov craint de ne plus pouvoir retourner dans sa capsule. Je devais rentrer dans l'appareil et une fois à l'intérieur, fermer le sas. Mais pour cela, je savais qu'il me restait au mieux 30 minutes. Piégé à l'extérieur de son appareil, le temps lui est compté. Leonov doit rapidement trouver une solution. La combinaison était équipée d'une valve qui permettait de baisser la pression. Et j'ai réussi à l'atteindre. Je n'ai rien signalé à la base et j'ai baissé la pression. La combinaison dégonfle, mais il court un nouveau danger, l'accident de décompression. Les bulles d'azote commençaient à se former. Et je sentais la décompression picoter le bout de mes doigts. Je m'attendais au pire. J'attendais nerveusement que mon visage gonfle et que mes mains deviennent comme du caoutchouc. J'ai ressenti un léger picotement. Puis mes mouvements sont devenus plus faciles. Et j'ai pu entrer dans le sas. Aujourd'hui encore, je me demande comment je m'en suis sorti. La sortie de Leonov a failli tourner à la tragédie. Mais il rentre à temps dans le module. Il a prouvé que l'homme pouvait survivre au-delà de l'atmosphère terrestre. Mon rapport à la commission a été très court. Un homme équipé d'une bonne combinaison peut vivre et travailler dans l'espace. C'était mon rapport.
C'était une étape importante. Les Américains ne savent rien des problèmes rencontrés par Leonov. Ils ont créé leur propre combinaison pour les sorties spatiales, baptisée Gemini. Elle est composée de différentes couches de tissu tressé avec des cordes de dacron et de téflon, afin d'empêcher le caoutchouc de trop gonfler et maintenir la flexibilité de la combinaison. La structure porteuse en tissu tressé de la combinaison Gemini était très intéressante, car les maintiens se trouvaient maintenant à l'intérieur de la combinaison. Elles offraient une meilleure mobilité des bras et des épaules, une excellente isolation et une protection contre les radiations solaires. L'astronaute Gene Cernan est choisi pour tester les performances de la combinaison. On espérait avoir une certaine liberté de mouvement, de la mobilité pour pouvoir manœuvrer dans l'espace. Et puisque nous étions à gravité zéro, pas besoin de nos jambes. Mais nos bras, eux, devaient être mobiles au maximum. La mission de Cernan est dangereuse. Il devra effectuer une sortie extravéhiculaire de longue durée impliquant l'utilisation d'un dispositif de manœuvre pour équipage, le AMU. Une première dans l'histoire. Ces engins crachaient vraiment du feu. Et du coup, le pantalon avait 2 couches de néoprène supplémentaires pour le protéger d'un éventuel trou causé par le propulseur. Donc avec toutes ces couches, je peux vous jurer que tout mouvement avec la combinaison demandait beaucoup d'efforts. Le 5 juin 1966, Cernan, vêtu de sa nouvelle combinaison, sort de la capsule. Mais cette première sortie commence mal. La combinaison ne lui offre pas l'ampleur de mouvement nécessaire pour se rendre à l'arrière de la capsule. Et il commence à surchauffer. Je bossais dur dehors. Mon rythme cardiaque était à 170, 180. Je savais que j'avais un problème. Je savais que les gens au centre de contrôle étaient inquiets. Je n'avais aucun point d'appui pour me stabiliser. Et je ne voyais rien. Houston, Gemini 10. On vous écoute. La mission est bien plus compliquée que prévu. L'intérieur de son casque est couvert de buée et presque gelé. Il faut abandonner la mission. En plus, la liaison radio est très mauvaise. J'ai créé tellement d'humidité dans la combinaison que dès que je suis passé dans l'ombre de la Terre, boum! Ma visière a été complètement embuée. Tom, je ne vois rien. Et ça ne fait qu'empirer. Houston, il est encore plus embué. J'ai collé mon nez à la visière du casque pour en retirer la buée. C'était le seul moyen. C'est comme ça que j'ai vu les lumières de l'Australie. Mais c'est tout ce que j'ai vu. Houston, si la situation ne s'améliore pas, on annule la mission. Compris. Houston est d'accord. Reçu. La sortie de Cernan est annulée, avant même qu'il ait pu essayer le dispositif de manœuvre. L'ordre lui est donné de rentrer. Mais le manque de mobilité de ses jambes reste une menace. Nous n'étions pas censés avoir besoin de mobilité pour la partie inférieure du corps. Sauf pour un cas, le retour dans le module. Plier ses jambes et essayer de les placer sous le tableau de bord, c'était déjà une mission en soi. Revenu à l'intérieur de la cabine, mais incapable d'en fermer le sas, Cernan doit se battre. Je devais m'allonger et m'étendre autant que possible sur le siège. Puis, avec le peu de flexibilité des bras, attraper la poignée du sas et arriver au point de fermeture complet de la cabine. C'était vraiment pas évident. Alors c'est bon? Le sas est verrouillé. Cernan est sauvé. Il a poussé sa combinaison au-delà de ses limites. Et surtout, il a survécu pour raconter l'épreuve. J'ai poussé cette combinaison au maximum de ses possibilités. Et j'ai pu constater ses défauts. C'était une étape importante. Il y avait un tas de modifications à apporter. Surtout pour créer une combinaison qui nous permette de marcher sur la Lune ensuite. Gagner la course à la Lune impliquera la création de nouvelles combinaisons.
assez flexible pour marcher une fois pressurisée. La création de cette combinaison est confiée aux ingénieurs de l'International Latex Corporation. On avait du pain sur la planche. On voulait de la flexibilité en évitant l'encombrement qu'implique la pressurisation d'une combinaison. On devait penser en termes de possibilités du corps. Il y a l'extension, la flexion, la rotation, tous ces mouvements différents que le corps est susceptible de faire. Pendant que les ingénieurs se penchent sur la combinaison, la NASA, de son côté, tente de résoudre un autre problème. Afin de marcher sur la Lune, les astronautes devront être déconnectés de leur capsule. La solution se trouve dans ce système de survie portable appelé PLSS. Tom Sanson a entraîné les astronautes. Les astronautes portaient ces systèmes de survie comme des sacs à dos. Des harnais les attachaient aux épaules et autour de la taille. La vie des astronautes en dépendait totalement. Ici, nous avons des connecteurs ombilicaux. Le bleu fournissait l'oxygène et le rouge l'expulsait. Il se branchait à l'avant de la combinaison. L'évacuation de la chaleur produite par le corps de l'astronaute est essentielle à sa survie. Une invention britannique des années 1950 est réactualisée. Elle permettait de conserver une température ambiante en faisant circuler de l'eau à travers un réseau de tuyaux répandus dans les sous-vêtements des astronautes. L'astronaute était équipé d'un sous-vêtement en nylon qu'on appelait LGC. Il est équipé de très fins tuyaux en plastique. L'eau circulait à travers et récupérait la chaleur du corps. Puis cette eau circulait ensuite jusqu'au régulateur de température pour être expulsée à travers ces plaques. Ce système permet à l'eau de s'évaporer dans le vide de l'espace et assure le refroidissement du système. On l'appelle le sublimateur. J'adore le sublimateur à cause de sa simplicité. Il se régule tout seul, ne nécessite aucune intervention. C'est une technologie vieille de 50 ans que nous utilisons encore de nos jours. Le système de survie portable étant au point, il reste encore à concevoir une combinaison pressurisée flexible. 4 ans seront nécessaires à son élaboration. On a imaginé un système de câbles pour une meilleure mobilité. Comme vous le voyez, si l'astronaute faisait une extension, cette poulie faisait sa rotation dans les deux sens. La poulie est installée à un endroit et n'en bouge pas une fois la combinaison pressurisée. On a réutilisé le soufflet au niveau du genou. C'est une pièce qui a l'air très simple, mais on a mis du temps à la mettre au point. Comme vous le voyez, cette fente fait toute la longueur du soufflet et c'était révolutionnaire pour l'époque. Ces soufflets se trouvaient sous la combinaison. La vie de ces astronautes dépend aussi du savoir-faire de ceux qui allaient fabriquer ces combinaisons. La tâche a été confiée à des couturières expertes. Elles savaient que nos vies dépendaient de leur travail. On leur doit beaucoup. Et honnêtement, elles se sont vraiment appliquées. Si la couture était ratée de quelques millimètres, la combinaison était endommagée et il fallait tout recommencer à zéro. Chaque combinaison coûtait des centaines de milliers de dollars. On a fait énormément d'essais pour vérifier nos combinaisons. Les couturières qui ont assemblé ces combinaisons ont joué un rôle très important. On en est venu à mieux se connaître, et je voulais que la gentille dame qui avait cousu ma combinaison réalise que ma vie était entre ses mains. Équipée des soufflets, des poulies, des câbles et du système de survie portable, cette combinaison légendaire, la A7L, est la plus sophistiquée des combinaisons de l'histoire. Même pressurisée, elle reste assez flexible pour jouer au football américain. Elle fonctionne parfaitement sur Terre, mais personne ne sait s'il en sera de même sur la Lune. Les astronautes vont le découvrir par eux-mêmes. J'ai le pied sur l'échelle. 20 juillet 1969. Les États-Unis sont sur le point de remporter la course à la Lune.
Toute l'attention est fixée sur la combinaison A7L, protégeant le commandant d'Apollo 11, Neil Armstrong, alors qu'il s'apprête à fouler pour la première fois la surface lunaire. Ce sont des grains très fins, on dirait de la poudre. Sur Terre, Tom Sanson surveille de près la combinaison et le système de survie d'Armstrong. On était très concentrés. Tout le monde l'était. Je me souviens que j'avais confiance dans l'équipement parce qu'il avait été efficace lors des tests. Et je me souviens aussi que les responsables étaient plus inquiets que nous, les jeunes. Je quitte la navette. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Alors que le monde savoure ce moment historique, Tom continue de surveiller la température du système de refroidissement d'Armstrong. Voici l'un des graphiques que je surveillais particulièrement. Les bandes jaunes étaient des données que nous prévoyions pour un bon déroulement de la mission. On peut voir que les points sont un peu plus bas que la ligne jaune, et c'est parce que la performance était au-delà de nos attentes. Notre sublimateur a encore mieux fonctionné que sur Terre. Neil Armstrong est ensuite rejoint par Buzz Aldrin. La caméra a filmé leur marche sur ce sol qu'aucun autre être humain n'avait foulé auparavant. Après le succès de la première marche sur la Lune, les missions à la surface lunaire sont devenues plus longues et plus ambitieuses. Nous sommes passés d'une autonomie de 4 heures sur Apollo 11 à 7 heures sur les 3 dernières missions. Désormais, libres de s'éloigner de leur appareil, les astronautes ont hâte d'essayer les nouvelles combinaisons lunaires, comme Charlie Duke par exemple, lors de la mission Apollo 16. C'est génial! John, dépêche-toi! J'arrive! Voilà. J'ai posé mon pied, j'ai vu ma première empreinte, et je me suis dit, je suis sur la Lune, ça y est. C'était une émotion incroyable. J'étais sur la Lune, j'avais franchement du mal à y croire. Je dédie les premiers pas d'Apollo 17 à tous ceux qui ont rendu cette mission possible. Gene Cernan, de la mission Apollo 17, est le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Il a passé près de 22 heures sur la surface lunaire, réparties sur 3 jours. La combinaison A7L avec laquelle j'ai marché sur la Lune est un véritable bijou. Je portais cette merveille de technologie qui me permettait de me balader comme je le voulais sur la Lune. C'est vraiment incroyable. Incroyable. J'étais parfaitement indépendant. Je communiquais, j'avais de l'oxygène. Mon système de refroidissement, c'était incroyable. Pas de fil ni de câble, je n'étais attaché par rien. À l'intérieur de ces fantastiques combinaisons, il est facile pour les astronautes d'oublier le danger de cet environnement. J'étais en train de travailler sur la Lune et à aucun moment je ne me suis dit « je suis quand même sur la Lune et j'espère que la combinaison n'aura pas de problème ». On n'y pense pas sur le moment. J'étais très à l'aise, mais il y a une chose qui me faisait tout de même peur. C'était de tomber au sol et de trouer la combinaison. Le moindre trou, vous étiez mort. Si le système de survie arrière qui contenait l'oxygène, le système de refroidissement, les pompes et les systèmes électriques, bref, tout ce qui vous maintenait en vie était endommagé, bah vous mourriez. Grâce à leur combinaison, les astronautes peuvent survivre et explorer la surface lunaire, mais un autre danger les guette. La poussière. Elle est constituée de fines particules résultant des impacts météoritiques subis pendant des millions d'années. La poussière de Lune est une poudre très fine et vous avez beau brosser et encore brosser, une partie ne part pas. Et les combinaisons devenaient grises. Les astronautes ne le savaient pas à ce moment, mais les dommages causés par les poussières lunaires abrasives sont aujourd'hui bien visibles. La conservatrice du musée de l'air et de l'espace, Lisa Young, les analyse pour nous. Voici la combinaison de Charlie Duke de la mission Apollo 16.
Voici une vue microscopique des effets de la poussière de lune sur la couche extérieure de la combinaison. Elle est très abrasive et se colle aux matériaux et dans les fibres, ce qui peut créer des problèmes. On remarque ici une zone plus floue et c'est le résultat de l'abrasivité. Les fibres se sont séparées et cassées. Le temps accomplit son œuvre sur ces combinaisons. La plupart du matériel utilisé au cours de ces programmes spatiaux a plus de 50 ans et il s'abîme progressivement. Notre mission est de faire en sorte que les combinaisons ne se dégradent pas plus, parce qu'il est important que les gens puissent voir les combinaisons qui ont permis à l'homme de marcher sur la Lune. Dans 5, 4, décollage réussi. Un nouveau défi reste à relever. La colonisation de l'espace. Après être montés en orbite, les conquérants de l'espace doivent désormais apprendre à vivre au-dessus de leur planète pendant des mois. Et cela exige un nouveau modèle de combinaison. Les combinaisons d'Apollo ne servaient que pour une seule mission. Aujourd'hui, les combinaisons sont réutilisables. Elles sont assemblées par les astronautes eux-mêmes, en orbite, grâce à plusieurs composants standards. Ces combinaisons réutilisables ont été vêtues par des douzaines d'astronautes différents et ont effectué plus de 150 sorties dans l'espace afin de construire la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, n'importe quel visiteur peut porter une des combinaisons stockées à bord. Les combinaisons sont envoyées sur la station spatiale et y restent pendant plusieurs années. Avant, les techniciens expérimentés se chargeaient de leur entretien au sol et maintenant, ce sont les astronautes qui s'en chargent en orbite. Les sorties spatiales sont régulières et font partie du quotidien de la vie en orbite. Mais jamais au point de devenir une routine, car elles présentent toujours un danger. En juillet 2013, l'astronaute de l'Agence spatiale européenne, Luca Parmitano, et Chris Cassidy, de la NASA, s'apprêtent à sortir de la station. Chris et moi allions installer de l'équipement à l'extérieur pour permettre la transmission de certaines données. Vicky Margiotte surveille la sortie extravéhiculaire depuis le sol. Tout se passait bien. Les garçons ont mis leur combinaison, ils sont sortis et on les observait. Et je venais de finir la mission quand j'ai senti de l'eau dans mon casque. Ça pouvait être de la sueur, mais il y en avait trop. Ça ne tenait pas debout. Alors j'ai appelé la base. Je sens de l'eau sur ma nuque. La nouvelle surprend tout le monde à la base de contrôle. On n'avait jamais pensé à l'éventualité que de l'eau puisse s'infiltrer dans le casque. Nous ne savions pas d'où provenait cette eau. C'est dur à dire, mais il y a beaucoup d'eau. Je la vois. Libérée de la gravité, l'eau prend une forme sphérique et collante. Quand je bougeais la tête, j'avais l'impression d'être dans un bocal qu'on remplissait d'eau. Personne ne le sait, mais près d'1,5 litre d'eau se trouve déjà dans le casque de Luca. Luca, tu peux clarifier? Le niveau augmente ou pas? Il augmente. Je la sentais qui se répandait sur mon visage. Sur ces informations, l'ordre leur a été donné d'abandonner l'opération. Bien, Luca et Chris, on annule la sortie extravéhiculaire. Luca, tu retournes dans la station. Luca doit regagner le SAS en 5 minutes, mais il lutte. Se déplacer à l'extérieur d'une station spatiale équipée d'une combinaison n'est pas facile. Il faut manœuvrer son corps et la combinaison et parvenir à se réorienter selon l'endroit où on se trouve. Et pour couronner le tout, le soleil s'est couché presque instantanément. À un moment, vous avez de la lumière, de la chaleur, et vous pouvez voir, puis d'un coup, plus rien. Vous êtes dans l'obscurité totale. Le noir. C'est là que l'eau m'a recouvert les yeux. Les yeux, mais aussi le nez. Et elle a pénétré mes oreilles. Je t'écoute, Luca. Je ne voyais rien, n'entendais rien, et ne respirais que par la bouche. Je ne pouvais pas communiquer.
Je savais que le temps m'était compté. Luca, comment tu t'en sors? Fais-nous un rapport. T'as entendu, Luca? Quand Luca n'a pas répondu, nous avons pris conscience de l'ampleur du danger. On était à l'affût du moindre signal. Mes genoux en tremblaient. J'étais inquiète. C'était une effrayante course contre la montre. Je ne savais pas si l'eau qui flottait allait me couvrir la bouche. Je ne savais pas si ma prochaine inspiration serait faite d'air ou de liquide. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu que mon câble de sécurité était arrimé au sas. Je ne voyais strictement rien parce que mes yeux étaient couverts d'eau et qu'il faisait noir. Mais j'ai lentement réussi à remonter jusqu'au sas. Luca atteint le sas et se met à l'abri en attendant Chris. J'arrive, Luca. L'équipe au sol, en revanche, n'a aucun contact avec Luca. Personne ne sait s'il va bien. Luca, ici Houston. Comment ça va? Luca, t'as entendu? Pendant une minute, Chris a essayé de communiquer avec Luca, mais il n'obtenait aucune réponse. À l'intérieur de la station spatiale, l'équipage essaie de retirer la combinaison de Luca aussi vite que possible. Il a une sale tête, mais tout va bien. Reçu, bonne nouvelle, merci Chris. C'était touchant de voir l'équipage se précipiter pour m'aider à retirer la combi et me sécher le visage. Ils s'occupaient de moi. Nous étions heureux et soulagés d'apprendre qu'il allait bien. Après cet incident, la NASA va suspendre toutes les sorties et enquêter pour déterminer l'origine de la fuite. On a examiné tous les schémas très complexes du système de survie portable pour comprendre ce qui s'est passé. On s'est dit que les composants du système de survie portable étaient peut-être la source du problème. Nous avons examiné l'historique des composants, leur numéro de série, la dernière fois qu'ils ont été testés, leur âge et leur durée de vie. L'enquête a conclu qu'un tuyau bloqué dans le système de refroidissement a causé l'infiltration d'eau par l'arrivée d'air du casque. Une réparation est effectuée à bord et les procédures de maintenance des combinaisons ont été durcies. Je vous garantis que ce problème ne se reproduira plus. Nous avons tiré une leçon de ma sortie et de ce qui m'est arrivé ce jour-là. Les leçons apprises suite à la sortie de Luca sont inestimables pour les futures missions qui se dérouleront encore plus loin de notre planète. On commence à penser à envoyer des personnes sur Mars. Et le plus grand défi sera la distance. Nous essayons de développer une combinaison dont les systèmes pourront être réparés et entretenus très très loin de chez nous. La combinaison devra être fiable et être entretenue par les astronautes eux-mêmes, encore plus facilement qu'aujourd'hui. La Station spatiale internationale fournit la plateforme idéale pour tester ces combinaisons du futur, qui nous permettront d'aller plus loin dans l'espace. Mais les combinaisons du futur ne devront pas seulement être assez robustes pour l'exploration. Elles devront endurer la colonisation. Nous devrons équiper les astronautes de combinaisons qui leur permettront de bâtir des structures comme celles que nous avons ici sur Terre. Les astronautes devront avoir une mobilité proche de celle que nous avons ici. Et c'est un des défis des concepteurs. Nous nous inspirons toujours des idées de Russell Collie. 80 ans après la création de la première combinaison pressurisée de Collie, qui permit à Wiley Post d'atteindre de nouvelles hauteurs, les nouvelles inventions permettent aujourd'hui de rêver à une vie sur Mars. Je pense réellement que le prochain endroit que nous explorerons sera Mars. Un jour, nous pourrons reprendre l'exploration, très loin de l'orbite terrestre.
Et des gens comme moi pourront fouler le sol rouge de la planète Mars. Nous arriverons bientôt à une certaine maturité technologique. Et nous serons capables de construire une structure plus ou moins permanente pour l'homme sur la planète rouge. C'est un peu ce qu'il s'est passé il y a 500 ans. Vous savez, quand les gens sont partis d'Europe pour s'installer sur un nouveau continent, le continent américain. Nous atteindrons bientôt l'étape où l'être humain deviendra une espèce multiplanétaire. Et c'est exceptionnel.